Paroles urbaines, un abécédaire de la ville. G comme gouvernance. Bonsoir Patrick Le Gallès. Bonsoir. Alors, on va faire assez court parce que là, je dis aux gens qui écoutent, on mettra tout en ligne parce que le CV est absolument redoutable et beaucoup trop long. Mais on peut résumer un certain nombre de choses. Donc, vous êtes politiste, sociologue, vous vous occupez de métropole depuis un certain nombre d'années et particulièrement des questions de gouvernance à travers la sociologie, les mobilités et aussi l'économie. Si vous voulez rajouter quelque chose, n'hésitez pas. Mais je dis à tout le monde, voilà, il y aura toutes les informations en ligne. C'est l'avantage du podcast, on peut mettre énormément de liens et on le fera. Et vous venez évidemment pour illustrer cette question de gouvernance, un livre qui est sorti il y a quelques mois qui s'appelle « Gouverner la métropole parisienne » que vous avez coordonné parce que c'est un livre collectif où il y a énormément d'auteurs et c'est aux presses de Sciences Po et c'est le tome 1 parce qu'un tome 2, si j'ai bien lu, va arriver. Mais avant qu'on commence précisément d'attaquer, on va dire, la matérialisation parce que vous nous racontez sur la métropole parisienne, je voudrais qu'on revienne un peu sur cette notion de gouvernance qui est, de mon point de vue, un peu utilisée à toutes les sauces. Il y a un autre mot qui est résilience, maintenant plus sur l'urbain, on le remet un peu, chose comme ça. Et alors, comme je suis un peu retors, j'ai trouvé un article dans une revue, je ne savais même pas que ça existait, qui s'appelle la revue, c'est un Belge, et c'est une revue juridique sur le concept de gouvernance. Et le monsieur s'appelle John Pitzes, je ne sais pas si vous le connaissez. Je vois un peu qui c'est. Alors, je lis. Le terme de gouvernance est à la mode. Et pourquoi s'en étonner ? La gouvernance désigne un concept commode, une idée descriptive de la réalité, mais aussi un idéal normatif associé à la transparence, à l'éthique, à l'efficacité de l'action publique. Il dit encore beaucoup de choses, mais je voudrais rajouter quelque chose. Moi, je fais partie des vieux. À une époque, il y avait un maire, il y avait un député, il y avait un conseiller général. Comment, à la rigueur, ma question est véritablement naïve. Comment, de toutes ces institutions politiques, on en est arrivé à la gouvernance et je rajouterais, comment on en est arrivé là ? Voilà une belle question. Je peux répondre un tout petit peu longuement. Vous avez le temps qu'il vous faut. Parce que là, c'est vraiment intéressant. Alors d'abord, on va commencer juste par une question simple. On parle des élus, du gouvernement, et c'est vrai que nous, notamment en sciences politiques, on disait souvent les gouvernements gouvernent. Très bien. Les travailleurs travaillent, les étudiants étudient. Les étudiants étudient. Je dis toujours à mes étudiants, ils étudient, mais ils étudient plus ou moins, selon les journées, selon l'heure, assez peu le samedi soir, par exemple. Ça veut dire que quand on réfléchit à le gouvernement gouverne, il faut prendre la même idée. Il gouverne plus ou moins, certains quartiers plus que d'autres, certaines populations plus que d'autres, à certains moments plus que d'autres, pendant les temps de guerre, par exemple. Autrement dit, il faut penser en termes de discontinuité. Quand on a dit le gouvernement gouverne, on n'a rien dit. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est votre critique, il est un peu paresseux, mais moi j'entends ça depuis très très longtemps. C'est-à-dire que ce sur quoi on a réfléchi, vous voyez, moi j'ai fait ma thèse, j'étais à Nanterre, et puis ensuite je suis parti en Angleterre, à Oxford. Et ce qui était très frappant, c'est qu'on est à l'époque de Madame Thatcher. Et donc, tous mes collègues en France on s'intéresse, et moi le premier, à la décentralisation. Donc on s'intéresse à la montée en puissance du gouvernement local. On parlait d'autorité locale à l'époque. Sauf que, moi quand je suis chez les Anglais, je m'aperçois que ce qui explique ce qui se passe sur les territoires, et je suis sociologue, c'est pas seulement le gouvernement local qui se fait laminer par l'époque Thatcher. D'abord, j'ai lu mes auteurs marxistes, donc je me rappelle qu'il y a des choses qui s'appellent le capital, mais c'est un peu abstrait. Et chez mes collègues anglais, on se dit que, et chez les Américains, il y a des gens qui travaillent depuis longtemps sur la question. Ils parlent aux États-Unis, ils mélangent un peu gouvernement-gouvernance. Et ce qu'on a appris aux États-Unis, c'est que quand on s'intéresse, alors je vais me faire traiter encore de ville anglo-saxon, mais c'est pas grave, quand on s'intéresse à ce qui se passe dans des territoires, il y a des maires puissants, mais il y a des groupes d'intérêts puissants. Et donc ces groupes d'intérêts, parfois, ils prennent le pouvoir par rapport aux élus. Ou les élus sont dépendants de ces groupes d'intérêts parce qu'ils ont besoin de l'argent en termes d'impôts. Donc, gouvernance, il y a une première tradition de gouvernance qui est, simplement, quand on regarde ce que fait le gouvernement, on oublie que dans des systèmes capitalistes, et que dans des systèmes capitalistes, les groupes d'intérêts
ça pouvait être les petits commerçants à une époque, ça peut être des banques, ça peut être des centres commerciaux, ça peut être tout un ensemble comme ça, jouent un rôle important. Et c'est des coalitions qui jouent un rôle. Il y a donc les fameux Moloch et Logan qui ont écrit sur les coalitions de croissance qui jouent un rôle. Donc une première chose, c'est quand on est dans des systèmes capitalistes, on a beau croire le système politique. Alors moi, je ne suis pas un marxiste dur du tout, mais j'ai été influencé par tout ça, c'est-à-dire que je sais que dans un certain nombre de cas, et notamment dans les époques de croissance économique, on peut avoir un jeu des coalitions. Donc premièrement, c'est penser au-delà des acteurs urbains du gouvernement. La deuxième chose qu'on a appris dans les années 70, c'est que les mouvements sociaux, ça comptait. Plus ou moins, selon les endroits, selon les moments. Et donc penser, et moi je suis sociologue, donc les acteurs sociaux, on a envie de voir s'ils se mobilisent ou s'ils se mobilisent pas. Donc il faut penser, et ça donne des directions. Et puis moi j'ai beaucoup été influencé par des vieux textes d'Alain Lipietz, et qui reprenait le vieux terme français « la gouverne ». Et donc dans gouverne, il y a l'idée de gouvernail. Il y a donc l'idée de réfléchir à donner une direction, comme sur un bateau, mais aussi d'exercer une contrainte. Et ça, c'est ce qui fait la différence avec l'ensemble de travaux de sociologues ou de géographes, c'est que moi, je fais partie des gens qui pensent qu'historiquement, ça a été dit par plein de gens, il y a une forme particulière d'activité sociale, qui est l'activité politique qui s'est un peu autonomisée de la société, pas complètement, mais pas mal. Et donc, à un moment donné, on a confié ça à l'État, de donner une direction et d'exercer une contrainte. Et ce qu'on voit à partir des années 70, c'est que le quasi-monopole de l'État pour donner une direction à la société, donc on avait mis tout ce qui est juridique, tout ce qui est parti, organisation, tout ça a été réglé quand même assez largement à l'échelle de l'État, et on a eu un cycle d'à peu près 100 ans. Donc on a beaucoup parlé de gouvernement, on a commencé à voir que ça commençait à se déliter, et que depuis les années 80, on a beaucoup travaillé sur des migrations d'autorités politiques. Donc on a parlé au niveau national, au niveau européen, au niveau mondial, les formes de décentralisation. Donc on parle de gouvernement, gouvernance à différents niveaux. Et donc l'État reste l'acteur principal, mais a perdu son quasi-monopole. Donc ce qui se passe à partir des années 80, c'est qu'on ne peut plus juste parler de gouvernement au sens du gouvernement national. Et ce que moi j'ai appris chez les Anglais, en faisant de la comparaison, puis chez les Italiens, donc vous voyez, ma première influence, c'est les Anglais, et donc là, notamment l'aspect néo-marxiste, et puis aussi, je vais beaucoup travailler assez directement en comparaison des Italiens. Et qu'est-ce qu'on apprend chez les Italiens? C'est les sociologues. Et il y a un courant très original de politico-économie, c'est les gens qui ont inventé la troisième Italie, donc c'est des grands sociologues, je ne sais pas si ça intéressera. Fétiche, Arnaldo Bagnasco. Voilà, et Arnaldo est devenu un maître et un très grand ami, Pacci, Bagnasco, Triglia, etc. Et donc moi j'ai travaillé beaucoup avec eux, et donc l'idée de réfléchir sur l'autorité politique, mais articulée dans des réseaux sociaux, dans des réseaux, dans des stratégies familiales, et de penser le monde qui donne une direction à la société, qui exerce une contrainte, au-delà du politique au sens classique, d'où l'idée d'articuler la gouvernance. Donc l'idée, c'est pas d'être paresseux comme votre auteur, c'est de se dire, il y a eu une période d'une centaine d'années, disons l'État-nation européen au sens classique du terme, on parle de mise en cage des sociétés à partir de 1870, l'État moderne européen, avec la guerre et l'État-providence. Donc on parle de l'idée que le mot de gouvernement était vraiment important parce que la société est devenue de plus en plus nationale. L'État est devenu de plus en plus nation en fonction des endroits. Et ça a duré pendant 100, 150 ans. On a eu de plus en plus de politiques publiques, on a eu 2 guerres, 2 grandes crises économiques, le poids de la dépense publique dans le PIB est devenu de plus en plus importante, on a eu des phénomènes de longue durée de centralisation. Mon vieux maître sociologue Madras disait que c'est dans les années 60 que la France devient vraiment un État-nation, parce qu'avec la télé, l'automobile, le marché du travail national et la consommation chez Carrefour, c'est vraiment là où on a eu quelque chose qui ressemblait à l'idéal de l'État-nation. Et puis, depuis les années 80, on voit plutôt quelque chose qui est un peu un phénomène inverse, où on a des migrations d'autorités politiques, c'est-à-dire qu'on voit des formes européennes, régionales, des formes transnationales, des formes globales, mais aussi des processus profonds de décentralisation, et les deux sont évidemment liés, avec des processus de globalisation. Tout ça mis en bout, ces changements d'échelle, ça fait que le gouvernement de l'État-nation qui continue à jouer un rôle et reste un acteur majeur, c'est pas suffisant pour comprendre ce qui se passe dans plein de domaines. Et donc quand on a étudié plein de politiques publiques, du logement passant par l'environnement, passant par le développement économique, plein d'auteurs ont montré que ce qui se passait au niveau national était un bout important de l'histoire et continuait à jouer un rôle et se recomposait. J'ai fait un gros livre en anglais sur la recomposition de l'État. Mais par ailleurs, on est obligé de réfléchir en termes différents niveaux. Gouvernance, ça veut dire d'abord différents niveaux, et ça veut dire que recomposition finalement de l'autorité politique. Et là où ça a un sens historique, c'est pas comment on en est arrivé là, c'est que c'était probablement le terme qui était le vieux terme de la gouverne qu'avait mobilisé Lipietz, qui était le plus pertinent pour comprendre ce qui se passait dans les États européens
avant la grande période de l'État-nation. Pour vous donner un chiffre, en 1870, l'État, ça pèse 10% du PIB à peu près. Et c'est vrai en Italie, en Angleterre. Et puis jusqu'aux années, 2000, on a toute une période où l'État pèse de plus en plus pour arriver on est à 45% en moyenne dans l'Union européenne du PIB. Donc c'est cette grande, Foucault disait, étatisation de la société, c'est ça qu'on a vu se passer. Et depuis le début des années 80, on voit autre chose, 70-80, on voit autre chose, on voit un cycle différent de l'État-nation. Donc on a toujours un État-nation, mais un cycle différent. Et on voit d'autres acteurs qui jouent un rôle important. Par exemple, moi je défends l'idée que les grandes entreprises ou les GAFA sont des acteurs politiques majeurs du XXIe siècle, donc des acteurs privés. On a vu des formes d'autorité politique au niveau transnational, soit pour définir des normes, des standards, pensez à l'OCDE par exemple, les classements PISA, et puis à l'échelle infranationale avec la décentralisation. Et on voit partout dans le monde une forme de retour du politique à l'échelle locale, mais qui n'est pas juste le local pour le local, qui est le local articulé aux autres dimensions. Et donc dans ce monde-là, l'État a moins de capacité à encadrer la société, à la mettre en cage par la guerre et par l'État-providence. Et donc dans ce monde-là, il y a des bouts de société qui s'évadent de l'État-nation. Il y a des super riches qui se promènent partout, il y a des gens qui payent leurs impôts partout dans le monde, il y a des migrants de plus en plus nombreux. Donc à toutes les échelles de société, il y a des gens qui vont faire de l'hybridation entre des logiques extérieures et des logiques au sein de l'État. Et dans ce monde-là, le terme de gouvernement, il est un peu court, parce que même en forme de capacité à exercer l'autorité politique, il y a beaucoup d'autres choses qui se passent. Donc la base, et puis la troisième influence, c'est Foucault. La troisième influence, c'est Foucault, parce que Foucault nous a parlé de gouvernabilité, nous a parlé d'étatisation de la société. Donc on a rajouté un bout de Foucault, et on a beaucoup utilisé Foucault, puis après Bruno Latour, et la sociologie des sciences, pour comprendre comment on exerce les formes d'autorité. Et donc quand on met tout ça bout à bout, gouvernement, moi je plaide pour le gouvernement, ça reste important, on le définit assez précisément, on pourra y revenir si vous voulez, puis à côté de ça, en incluant le gouvernement, plus ou moins articulé, on voit d'autres formes d'autorité politique qui donnent une direction à la société qui exerce une contrainte. Donc c'est le monde de la gouvernance. Donc comment on est arrivé là ? On est arrivé là parce que le monde de l'État-nation, on a un changement d'échelle majeur en Europe, mais aussi plus largement avec les processus de globalisation. Et dans ces processus majeurs, on voit des formes différentes pour exercer des formes d'autorité politique ou des formes de pouvoir. Et donc, le vocable de gouvernance est particulièrement utile. Alors, il a eu mauvaise presse. Quand j'ai commencé à parler de ça à la fin des années 80 en France, quand je revenais d'Oxford, on me disait « Ah, mais t'es vendu aux vilains anglo-saxons ». Donc, soit j'étais considéré comme un affreux marxiste qui reprenait les thèses, notamment de David Harvey, qui était un de mes profs, soit j'étais considéré comme ultra-droite libérale à la Thatcher, et il y avait une résistance dans l'État français. C'était un gros mot. Et une des raisons pour lesquelles c'est un gros mot, c'est qu'il y a une dernière influence qui a joué un rôle là-dessus, c'est la Banque mondiale. Il se trouve que à la fin des années 70, il y a eu beaucoup d'échecs de la Banque mondiale. Vous vous rappelez, dans le développement, c'est quand même une catastrophe sur la plupart des pays du monde. Et donc, il y a un moment donné, une partie des économistes d'Harvard qui a dit, mais en fait, pour réussir à faire du développement économique, il ne faut pas que des marchés, il faut des institutions. Et donc, ils ont développé une littérature en économie sur la bonne gouvernance pour avoir le maximum de développement économique, qui a été repris par la Banque mondiale. Mais j'insiste toujours, pour les économistes, si je caricature un tout petit peu, quand ils parlent de gouvernance, il faut toujours demander pour qui. Et eux, ils ne se posent pas la question. Pour eux, la gouvernance, le but, il est simple, puisque c'est maximiser le développement économique. Donc, pour eux, bonne gouvernance, ça a un sens, puisque c'est bonne gouvernance par rapport à un objectif qui est de maximiser le développement économique. Pour nous, en sciences sociales, c'est l'inverse. La définition des buts, le processus pour arriver à définir des buts collectifs et des biens communs, ça fait partie du processus politique. Donc le mot bonne gouvernance pour nous n'a aucun sens. Ça ne veut absolument rien dire. Si on ne dit pas pour qui par rapport à quel but, ça ne veut rien dire. Donc la confusion entre les deux, soit c'est des trucs marxistes, soit c'est des trucs de néolibéraux de la Banque mondiale, fait que le terme a eu beaucoup mauvaise presse en France. Aussi parce que les organisations liées à l'État ou une partie de la recherche qui était très liée à l'État voyaient bien la menace que ça représentait sur une vision du monde très nationale. Donc effectivement, là votre auteur a un peu raison. Pourquoi on est arrivé là ? Parce que nous sommes dans un nouveau cycle État-nation, parce qu'on a des changements d'échelle liés à la mondialisation et à l'urbanisation. Et c'est pour ces raisons-là que le terme de gouvernance est sans doute, et ce qui va autour, donc une sociologie un peu critique de la gouvernance, ça avait probablement un sens jusqu'aux années 1870, et c'est probablement plus utile, et les historiens le reprennent beaucoup pour réfléchir à ce qui s'est passé avant, et ça a été peut-être moins pertinent dans les années, dans le grand cycle de l'État-nation, et dans le cycle actuel, avec ce changement d'échelle, ça redevient central. Alors, en plus, c'est bien parce que ça m'amène à l'autre question que j'avais sous-jacente, et ça l'introduit, donc je reste toujours dans ma posture de vieux. La difficulté, on est entre nous. La difficulté dans laquelle on se trouve,
quand on a ces codifications, j'ai connu l'instruction civique, donc effectivement, choses comme ça, c'est qu'on arrive au moins à comprendre une sorte de délimitation de l'espace social et politique. Avec l'idée de gouvernance et de tous les éléments que vous avez introduits, effectivement, acteurs privés mondialisés, des logiques de réseau, des flux en permanence, ça devient très compliqué pour le citoyen de se dire « Ok, je suis pris dans cette moulinette de nouvelle organisation du territoire urbain. » Restons sur les questions urbaines après tout, puisque après tout, on va parler du Grand Paris. Mais là où on se retrouve un peu sec, ou en tout cas un peu dans le flou plutôt, c'est de se dire « Mais ok, mais... » Comment on le délimite territorialement? Comment on le délimite en termes d'échelle? Là, tout d'un coup, on se retrouve en tant que citoyen dans la difficulté d'identifier, même si on peut le comprendre, sur quelle réalité territoriale, je dirais, intellectuelle ou physique, ça s'applique. Oui, c'est vrai, mais les grandes phases de transformation, là on est probablement sur un cycle, je sais pas, d'une 50aine d'années, ça produit ces effets-là. Donc c'est moins traumatisant qu'après une guerre. Enfin oui, il y a d'autres choses plus graves dans la vie aussi. Ça c'est sûr. Ensuite, c'est quand même ce qu'on apprend aussi avec nos collègues qui travaillent sur les questions d'environnement et l'anthropocène et mon collègue Bruno Latour, c'est que il faut s'habituer à penser qu'on vit dans un monde fini. Et donc c'est pas ce que nous on a appris quand on était petits. Mais l'idée qu'on ait des interdépendances, et c'est compliqué à comprendre, avec différents bouts dans le monde, que le charbon produit en Chine a des effets sur le changement climatique en France, c'est aussi des choses qu'il faut comprendre. La deuxième chose, c'est, une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire que tout change tout le temps, que tout est flou et que tout est... Voilà, je suis un peu très opposé à des versions hyper constructivistes et tout ça. Il y a des choses plus ou moins importantes que d'autres. On a encore un État et la sécurité sociale, ça fonctionne encore dans un cadre national. Donc il faut juste comprendre que certains éléments... joue dans un autre cadre. On a beaucoup de débats, nous par exemple, dans l'enseignement et la recherche. Et un des débats avec lequel, ou un des désaccords que j'ai avec beaucoup de collègues, c'est que la recherche, elle est mondiale aujourd'hui. Donc vous avez beau vouloir la recherche publique française à l'avant-garde, si 99% de la recherche faite ou 0,5 se passe ailleurs dans le monde, c'est compliqué de penser que tout ce qu'on va faire doit résonner dans un cadre qui n'est plus celui dans lequel on est. Donc il y a cette acceptation et c'est déstabilisant, on en est bien conscient, mais c'est aussi beaucoup de choses intéressantes, c'est-à-dire qu'on peut jouer à différentes échelles et on a la possibilité aussi peut-être de remettre en cause certains éléments et de décider, c'est le problème du collectif, de ce qu'on peut, à quelle échelle on peut essayer de faire certains investissements. Je pars du principe qu'une partie de la politique aujourd'hui, c'est de choisir ce qui doit être organisé à quelle échelle. C'est une partie clé du débat politique. Et là où on n'est pas aidé, c'est qu'évidemment une partie de nos gouvernants, notamment à l'échelle nationale, continuent de nous faire croire que tout un ensemble de choses se joue à cette échelle-là et se contentent de dire le reste c'est mal, et ce qui donne l'impression qu'ils sont impuissants, qu'ils ne protègent pas. Donc, là, il y a un jeu compliqué depuis très longtemps qui ne nous a pas aidés sur ce côté-là. En même temps, on sait très bien que beaucoup de choses peuvent se jouer à cette échelle-là. C'est-à-dire qu'à des échelles urbaines, on a commencé à comprendre que tout un ensemble de choses pouvaient être organisées à cette échelle-là et que les réseaux de villes aussi pouvaient jouer un rôle. Moi, j'ai pas une nostalgie complète pour l'ordre ancien. Je suis breton, donc j'ai moins une vision du monde où c'était tellement merveilleux quand on avait la France républicaine. Il faut quand même se rappeler que dans le modèle de la France républicaine qu'on a beaucoup mis en avant, et à juste titre, ça a été formidable sur plein de choses, c'est quand même un monde qui était fabuleusement inégalitaire et où les élites politiques venaient d'un tout petit nombre d'arrondissements parisiens, que la reproduction des élites était absolument massive et que, vous voyez, donc moi j'ai un tout petit peu de mal à avoir une nostalgie complète pour ce monde idéalisé, hyper centralisé, contrôlé par des élites qui sont un peu toujours les mêmes, qui se reproduisent, notamment dans les grandes écoles. Donc voilà, c'est un monde plus déstabilisant, plus compliqué, donc c'est plus compliqué pour le citoyen, c'est vrai. En même temps, est-ce que le citoyen qui peut s'investir dans des questions urbaines ou des questions locales, y compris sur des modes de vie ou sur des questions de réseau d'éducation ou autres, il est beaucoup plus démuni que le citoyen qui votait et qui laissait ça aux grandes organisations qui étaient les grands partis au niveau national avec des élites qui se reproduisaient. Vous voyez, c'est pas si évident que ça, hein. Donc la nostalgie du passé, elle n'est pas toujours, on magnifie. Mais c'est vrai que vous avez raison sur le point, ce n'est pas facile, c'est compliqué, c'est déstabilisant. Je pense que c'est une des déstabilisations sur lesquelles on est. Moi, je dis toujours à mes étudiants, il faut vous imaginer dans les années 1860, quoi. On a une période avec une immense révolution industrielle,
1860, c'est la deuxième révolution industrielle, c'est la période électrique, chimie. On est dans un changement d'échelle majeur. Dans les années 1860, on fait vraiment l'État-nation dans la plupart des pays européens. On voit apparaître des formes urbaines qu'on n'avait jamais vues avant, les grandes métropoles d'1 million d'habitants, Paris, Londres, Vienne, puis après New York. Et bien là, on voit les mégapoles de 30 millions, demain 50, 70 millions d'habitants. Donc des phénomènes d'urbanisation massive qui vont avec, des phénomènes de migration. Et on va avoir une crise climatique. Donc on est dans une période où ça va secouer. Alors justement, c'est là l'intérêt vraiment du livre, et je le dis au-delà de l'appréciation que j'en ai eue. Et je me permets une première question, on va commencer à associer le livre à ça. Est-ce que la métropole du Grand Paris, par rapport à tout ce que vous avez décrit, c'est-à-dire un processus en devenir qui est en train de se faire, voire peut-être qu'on apprend en faisant, est-ce que pour vous, une question un peu large, mais est-ce que c'est peut-être le bon laboratoire pour organiser la gouvernance, je dirais, dans tous ces aspects qui permettraient aux citoyens de dire « Ok, là, on comprend ce qui est en train de se jouer ». Est-ce que pour vous, c'est ce qui se joue sur le Grand Paris, c'est-à-dire à un moment donné, je crois même que, je ne sais plus si vous en parlez dans votre introduction, mais on sent que vous identifiez une forme de bricolage presque sur ces questions. Est-ce que, voilà, on dit, là, on a la chance d'avoir eu une entité qui est en train de se faire. Il faut absolument qu'on se serve de ce territoire-là pour mettre en place les outils juridiques, démocratiques, que sais-je, qui fassent que les citoyens, allez hop, ils rentrent dans le train. Alors, je trouve que ça, c'est vraiment vous avez raison, c'est les questions qu'on se pose un peu dans le livre et sur lesquelles on répond de façon prudente. Parce qu'on est des chercheurs, donc vraiment, on est un peu prudent, vous nous poussez, c'est normal. La première chose, c'est là où je suis d'accord avec vous, c'est que j'ai des collègues qui ont écrit des très jolis livres, notamment Jean-Marc Hoffner et Frédéric Gilly, et qui nous disaient finalement la gouvernance du Grand Paris, tout ça c'est pas très grave, c'est des réseaux qui sont chevêtres, c'est un peu compliqué, mais après tout ça se passe comme ça en plein de villes dans le monde, c'est pas très grave. Là où je suis en désaccord avec eux, c'est que je pense que c'est important aussi d'avoir certains éléments stables, notamment pour pouvoir soit s'identifier, soit savoir avec qui être en désaccord et pouvoir avoir de l'élection et du conflit. Donc je pense effectivement qu'à un moment donné, il faut avoir une solution institutionnelle qui sera de toute façon imparfaite. Ensuite, je pense qu'il y en a plusieurs possibles. C'est-à-dire que je pense pas qu'il y a une bonne solution. Il y a plusieurs possibilités. Par exemple, quand on réfléchit sur le Grand Paris, il y a des gens qui pensent qu'il faudrait tout mettre à l'échelle régionale et qu'après tout, la région, c'est un peu la métropole et que peut-être qu'on pourrait donner davantage de capacité à l'échelle de l'Île-de-France, ce qui est une manière de stabiliser les choses. D'autres pensent qu'il faudrait peut-être annexer plutôt un Grand Paris un peu plus petit avec une ou deux, la première couronne et que ce serait plus visible, etc. D'autres pensent que la métropole du Grand Paris est la possibilité, peut-être. J'ai pas un avis très clair, je pense que tout dépend de l'organisation de l'ensemble et de l'articulation de ces différents niveaux qui puissent se faire. Pour ce qui est de la métropole du Grand Paris, ce qu'on sait au jour d'aujourd'hui, d'abord qu'elle est mal née, c'est ce que montre mon collègue Patrick Lelydec avec beaucoup de brio. Alors il y a 2-3 interprétations qui soulèvent des discussions d'un certain nombre d'observateurs. En tout cas, sa démonstration est assez imparable. Mais la démonstration est quand même assez imparable. On peut nuancer un certain nombre de choses. Il demeure que sa démonstration est assez forte, même s'il y a des points sur lesquels il y a des discussions qui sont faites. Elle est mal née. Et la difficulté quand vous créez une autre institution, c'est toujours de penser, les géographes ont raison de parler en termes relationnels, c'est-à-dire qu'il faut penser cette institution par rapport aux autres. Et c'est ça qui a été très très mal fait. Donc la métropole du Grand Paris, notamment, n'a pas été pensée en articulation avec la région, c'est le moins qu'on puisse dire. Et la région veut sa peau, encore aujourd'hui, donc elle est sous la menace de la région Île-de-France, qui est un leader politique puissant, d'une part. De l'autre, l'articulation avec les établissements publics territoriaux a été du moins pensée de façon particulière, et en tout cas on a renforcé les EPT, donc ces intercommunalités un peu fortes. C'est quoi les EPT ? Donc ce sont ces intercommunalités, puisque c'était la métropole parisienne était caractérisée par cette division extraordinaire en 1200 communes, donc on les a regroupées en intercommunalités, qui sont plus ou moins organisées. La plus connue, c'est sans doute Pleine Commune, mais il y en a d'autres, et qui jouent un rôle de plus en plus important, qui progressivement prennent des positions, mais le fait qu'elle joue un rôle un peu plus important se fait en partie aux dépens de la métropole du Grand Paris. Ensuite, il y a toute une discussion sur quel est le jeu de Paris par rapport à la métropole du Grand Paris. Mon collègue Lelydec a une thèse très forte, qui est que la ville de Paris utilise la métropole du Grand Paris, joue un rôle, la soutient techniquement, mais pour être sûr qu'elle ne joue pas un rôle plus important que ça, notamment en termes de redistribution, de redistribution fiscale.
les gens de la ville de Paris disent mais pas du tout, on soutient la métropole du Grand Paris. En tout cas, la métropole est très dépendante de la ville de Paris, disons ça comme ça. Et d'autre part, on n'a pas pensé du tout l'articulation entre la métropole du Grand Paris et ce qu'on essaie de dire dans le livre, c'est que finalement, il y a une opportunité à un moment donné, puisqu'on fait le Grand Paris Express, qui est quand même un projet énorme, qui est le plus gros projet européen. Et donc l'idée, c'est que en partie, les transports organisent un peu la métropole du Grand Paris, ou la gouvernance de la métropole. On prépare les Jeux Olympiques, pour le meilleur et pour le pire, mais aussi pour le meilleur, il y a des choses qui vont se faire, qui est quand même un énorme investissement, un énorme projet. Et puis, on a la métropole du Grand Paris. Donc, l'articulation entre ces trois choses-là, plus des leaders assez puissants au niveau régional, il y a quand même la possibilité de faire quelque chose. Je crains que nous soyons en train de le rater. Mais voilà, on verra. C'est des choses dont on verra dans les années qui viennent. Donc, ce qu'on a voulu faire dans le livre, c'est pas montrer vraiment, pas prévoir l'avenir, mais insister sur là d'où on vient. Hein. Donc vraiment la thèse, c'est, on a quand même deux logiques très fortes qu'a rappelé notamment Emmanuel Bélanger, mais d'une part on a voulu insister sur le Grand Paris, c'est toujours un problème pour l'État historiquement, et on a voulu rappeler comment l'État, l'appareil d'État a cherché à rendre le Grand Paris gouvernable, et de l'autre, on a cette division fondamentale entre Paris et la banlieue. Ça, c'est les deux éléments structurels de la gouvernance du Grand Paris. On va y revenir, oui. Et là, ça commence à bouger. Donc voilà, c'est ce qu'on a essayé de rendre, c'est ce dont on a voulu rendre compte dans le livre. Je voudrais vous citer pour ce qui me permettra d'introduire, parce que c'est important, parce que le livre est divisé en deux parties et elles sont, à mon avis, très parlantes sur la question de est-ce que c'est gouvernable, on va y revenir, et puis sur les limites. Et en clair, moi, je vais même pousser le bouchon plus loin sur les processus inégalitaires que ça génère. Ça, c'est personnel. Mais vous dites, mettre l'accent sur les questions de gouvernance signifie non une prétention à tout comprendre des villes, mais un rejet de l'hyperconstructivisme dont s'enivre parfois la recherche urbaine, ainsi que la prise en compte de la dimension centrale d'une métropole, la dimension politique. Faire vivre ensemble des populations diverses, inégales, aux intérêts variés, qui circulent et se font face, résulte de relations de pouvoir et de modes sophistiqués de résolution de conflits, soit deux dimensions essentielles du politique plus ou moins institutionnalisées et héritées. Alors, quelles sont ces dimensions politiques ? C'est très parlant, hein, cette citation. On voit bien dans quelle logique vous mettre. C'est même pas qu'une logique, c'est vraiment une position de recherche de se dire, voilà, on peut pas... il faut regarder les choses dans un ensemble. Mais quand on vous lit, on se dit, voilà, et je m'appuie sur la première partie du livre, comment on rend gouvernable cette situation qui, justement, dont on a parlé précédemment, dont on a du mal à définir, en tout cas, le périmètre. Ça, c'est le premier point. Et j'y rajouterai un autre paramètre. J'ai reçu Thierry Pacaud il y a peu de temps dans le cadre de cet abécédaire sur la bonne taille des villes. Et on se pose la question en lisant les différents textes, c'est qu'à un moment donné, quand l'échelle est trop haute, mais comment on peut gouverner des territoires à 12 millions d'habitants avec tous les flux qui y circulent ? Voilà, comment se jouent ces forces politiques et comment on rend ça gouvernable ? Alors, donc deux questions un peu différentes. Oui, c'est vrai, excusez-moi. Non, mais c'est... Alors, sur la première question politique, c'est effectivement une position de recherche très, très forte, mais que j'ai depuis longtemps. C'est-à-dire que, ça c'est ma critique à un ensemble de travaux à l'origine marxiste et aujourd'hui extrêmement constructiviste et critique, qu'on voit beaucoup en sciences sociales, particulièrement en sociologie, en géographie, et qui est tout ça c'est compliqué, c'est ingouvernable, de toute façon c'est le capitalisme néolibéral, donc de toute façon on ne peut rien y faire. Moi je suis un comparatiste. Et je pense qu'un des problèmes parfois des questions urbaines, c'est qu'ils ont complètement perdu le sens. En fait, il faut articuler les villes et l'urbain. Hein, c'est ça l'enjeu pour nous. Donc quand on regarde que l'urbain, évidemment, tout ça, et c'est une espèce de truc un peu général. Moi, je fais des comparaisons et je cherche à mesurer. C'est-à-dire, je fais des sciences sociales, et à un moment donné, on n'arrive pas à tout mesurer, mais on mesure quand même pas mal de trucs. Et quand je mesure... Et donc j'étais marqué par ma comparaison Angleterre-France à la grande époque de Mme Thatcher, je vois des choses différentes. Oui, il y a des inégalités en région parisienne, elles sont beaucoup moins fortes que les inégalités à New York ou à San Francisco. Mais vraiment beaucoup, beaucoup moins fortes. Oui, on a une crise du logement et on n'a pas assez de logement pour les personnes en difficulté, mais quand on regarde à l'échelle de la région parisienne, on est une des villes mondiales prospères qui a le plus de logement social. Et moi, je pense qu'une différence de 5%, c'est énorme. C'est des milliers de gens ou des dizaines de milliers de gens qui vont avoir un logement. Oui, il y a des problèmes on a pendant très longtemps, on a bien gouverné le transport au centre et puis on a laissé tomber un peu les banlieues. Mais quand on voit l'investissement qui est fait en transport public, que je compare avec ce qui se passe dans un ensemble de grandes villes mondiales,
les villes américaines, évidemment, mais pas seulement, y compris... Carte du réseau Île-de-France, mais y compris à Londres, et ben ça fait une différence pour la vie quotidienne de plein de gens. Donc, moi, je fais partie de ces gens, vous voyez, donc je suis un boursier de la République, et je ne supporte pas le mépris pour la politique et les politiques publiques de tout un ensemble de sciences sociales, pour lesquelles c'est toujours de la part, c'est toujours les vendus, les machins. En fait... ça doit être un vieux fond de social-démocratie qui reste, mais quand on a d'État-providence, eh ben oui, l'espérance de vie à 80 ans pour des ouvriers et pas 67 ans, c'est une énorme différence. Donc, la démocratie parfaite, ça n'existe pas, c'est compliqué, je ne défends pas le système, je dis juste que quand je fais de la comparaison, je sais que des formes de politique publique ou d'action collective qui produisent des biens collectifs pour des populations, ça fait des énormes différences. Oui, quand on n'a pas assez de gens en mobilité sociale, mais si notre mobilité sociale est 2 fois plus forte que ce qu'on peut voir dans d'autres pays, eh ben c'est énorme. Et donc, oui, nos hôpitaux ne marchent pas très bien, mais on a 2 fois plus de lits d'hôpitaux qu'à Londres, ou 3 fois plus, et ça fait une différence sur le nombre de morts. Et à l'inverse, le fait qu'on n'ait pas assez fait d'hôpitaux en Seine-Saint-Denis, on a plus de morts là-bas. Donc moi, je veux qu'on mesure et qu'on en tire des conséquences. Donc, ma phrase très forte sur la gouvernance, je suis entièrement d'accord, et par ailleurs, je travaille tout le temps avec les géographes et les sociologues, je sais ensuite, il y a plein d'autres choses qui ne s'expliquent pas dans les villes par ces questions politiques et par cette gouvernance. Ce n'est qu'un bout de l'histoire. Mais historiquement, ignorer ce bout de l'histoire, c'est, à mon avis, un aveuglement énorme. Et je vois trop de travaux urbains qui ne comprennent pas, qui n'analysent pas, qui ne savent pas ce que c'est que l'action collective ou les politiques publiques, et qui ne voient pas les résultats pour les gens et pour les citoyens. Et moi, ça me tient beaucoup à cœur. Moi, j'ai fait l'école d'urbanisation Sciences Po parce que je veux qu'on change l'action publique et qu'on améliore les conditions de vie pour les gens, et pas toujours les mêmes. Donc pour moi, ça fait une différence. On peut avoir une différence sur la pollution de l'air, on peut avoir une différence sur... voilà, je sais pas, je vais prendre un exemple, comme je me suis moqué de Paris tout à l'heure, je vais prendre un exemple positif. Récemment, je parlais avec la responsable de ce qui s'est fait en gouvernance de Paris sans sida, et ben ça fait une différence quand vous avez 10% de gens moins infectés sur ces questions-là. Donc moi je crois que c'est pas parfait, qu'il y a plein de choses compliquées qu'on n'arrive pas à faire, mais que l'action publique, ça fait une différence pour la vie de beaucoup de gens. Alors on pourrait faire beaucoup mieux, il y a plein d'endroits dans le monde où on peut faire mieux, mais quand même pas tant que ça. Donc ça c'est mon premier point sur le politique. Et oui, ce qui est intéressant dans le politique dans les villes, c'est que une partie de la résolution de conflits, qui est pour moi une dimension fondamentale, de comment on décide de vivre ensemble, une partie s'explique par les questions de gouvernement, mais une partie s'explique par la manière dont les gens s'ajustent les uns aux autres. Comment on règle dans l'interaction dans des quartiers, dans l'interaction dans les villes, c'est une intelligence collective pour pas se taper dessus. Et c'est une partie s'explique par des normes, des règles qui viennent de l'autorité politique, mais une partie s'explique par l'auto-organisation. Et c'est ça qui est intéressant dans les villes, c'est que ça nous oblige à penser comment on vit ensemble et comment on s'organise, avec des dimensions politiques, c'est-à-dire c'est quoi nos buts communs, c'est comment on fait des sanctions, comment on résout les conflits, par quel processus on arrive à atteindre certaines décisions, petites ou grandes. Et c'est pour ça que c'est passionnant le politique dans les villes. Et une partie de cette histoire-là, c'est aussi une partie de budgets municipaux, d'impôts, de taxes foncières, de choix collectifs sur là où on investit, de plus ou moins public, plus ou moins privé. Et donc tout ça, c'est important dans toutes les grandes villes mondiales. Donc ignorer cette dimension-là, je suis un tout petit peu en désaccord et en bagarre, en bagarre c'est beaucoup trop fort, mais en discussion amicale avec mes collègues qui soient étrangers, comme mon ami Neil Brenner, ou qui soient français sur ces questions-là, parce que je pense que c'est important et que cette dimension-là n'est pas suffisante. Évidemment, ça embête les gens qui pensent que l'urbanisation c'est tout, et que donc on reprend Henri Lefebvre et tout le reste ça n'existe pas. Henri Lefebvre est un extraordinaire penseur, il y a plein de dimensions qu'il n'a absolument pas vues, et je pense que cette dimension-là, elle lui a complètement échappé, et quand je compare encore une fois ce qui se passe dans certaines villes par rapport à d'autres, et ben quand on est un immigrant bangladeshi, quand on est un ouvrier pas qualifié, il vaut mieux vivre à Stockholm que à San Francisco. Et donc il y a quand même des raisons. Et en plus, ça change dans le temps et ça évolue dans le temps. Donc moi, je crois beaucoup à cet aspect-là. La deuxième question que vous posez, c'est comment on rend... Qu'est-ce que ça veut dire que rendre gouvernable? Oui, en plus, j'avais oublié un élément, parce que ce qui est assez parlant aussi dans les différents... Parce que pour l'auditeur, que ce sont des articles collectifs, donc il y a des sous-thèmes qui sont mis en éclairage. Et il y a quand même un fil rouge, mais je parle sous votre contrôle, on sent quand même qu'il y a Paris et le reste. C'est-à-dire que dans le processus de la difficulté, ou en tout cas du défi,
à trouver un processus de gouvernance, on va dire juridico-politique en tant que tel, on voit quand même qu'il y a ce bout de territoire qui est la ville de Paris, la ville-centre en tant que telle, qui est quand même... alors c'est historique, mais qui absorbe tout. Est-ce que c'est le premier frein, il n'est pas là? Alors ça, c'est l'héritage. Donc nous, on insiste beaucoup. Il y a une grande phrase en politique publique qui vient d'un collègue anglais qui disait « Gouverner, c'est hériter ». Donc c'est pas juste la mondialisation néolibérale, blablabla, où on regarde pas ce qui... Non, gouverner, c'est d'abord hériter. Et donc c'est ça qu'on a voulu montrer dans le livre. C'est que ce qui se passe dans la région parisienne, c'est d'abord l'héritage. Et l'héritage, c'est l'État français. Et c'est la ville de Paris et le conflit Paris-banlieue. Donc ça, on a essayé de montrer dans les différents chapitres du livre que ça n'a pas disparu, que c'est toujours là, que ce sont des héritages qui sont à la fois institutionnels, de forme urbaine. Il y a un papier sur les préfets qui montre ça, qui est assez parlant celui-là. Il est un peu technique, j'avoue, mais quand même, on voit très bien quand même le poids de cette ville et le poids de l'État. Et le poids de l'État, voilà. Et donc, tout l'enjeu du livre, c'est de dire, c'est en train de bouger maintenant. Et c'est en train de bouger, c'est en train de changer. Les échelles de tout un ensemble de phénomènes sont en train de bouger au-delà des frontières de Paris. Il y a des investissements qui sont faits de plus en plus fortement dans les banlieues parisiennes et dans les différents établissements publics territoriaux. La région Île-de-France joue un rôle de plus en plus important. L'État s'est mis un peu en retrait et ne pilote plus, en tout cas toute une partie d'éléments ne sont plus pilotés par l'État. Il y a des nouvelles générations qui ont un rapport différent au territoire et à la mobilité. Et donc, ce qu'on essaye d'esquisser dans le livre, ce sont les pistes et les processus de transformation à la fois du côté de l'État, à la fois du rapport Paris-banlieue. Et ce qu'on essaiera de montrer dans le livre d'après, c'est un peu les éléments qui nous semblent structurants aujourd'hui de cette région parisienne, à la fois des sous-systèmes qui sont intégrés, et puis ce qu'on appelle avec ma collègue Francesca Artioli, des formes d'anarchie organisée qui donnent des éléments. Donc l'idée, c'est d'aller au-delà de... Là, on a voulu montrer les éléments clés, ce qui est en train de changer, par exemple la préfecture de police, parce que je pense que l'autre thème que vous avez vu dans le livre, c'est que je trouve que dans la recherche urbaine, on est toujours obsédé par l'urbanisme. On aime bien, parce que c'est notre truc, quoi, l'urbanisme. La question, c'est que, vous voyez, dans gouvernance, il y a aussi l'idée que tout un ensemble de politiques publiques qui ont lieu sont aussi importantes pour les villes que l'urbanisme. Je pousse un peu avec mes collègues urbanistes, j'aime bien. L'urbanisme, c'est une politique publique parmi d'autres. Et elle n'est pas très importante en termes de budget, et ce n'est pas la plus importante en termes d'expertise, d'investissement sur plein d'autres éléments. Donc la logique du livre... Seulement, je le confirme, mais des fois, même si elle était un peu plus importante au sein de la ville de Paris, on n'en serait pas là. Mais ça, c'est personnel. Et donc, dans ce livre, on a laissé volontairement de côté l'élection d'urbanisme, mais on essaie d'expliquer que ce qui se passe en termes de police, par exemple, c'est toujours historiquement une question centrale pour l'urbanité et pour comment on vit dans les éléments. Donc, on a un très beau chapitre sur la préfecture de police qui découvre depuis pas très longtemps la banlieue, donc qui commence à investir très prudemment, qui commence à aller sur l'heure. On voit que la rénovation urbaine en fait en partie, et puis on a ce que vous avez très, très bien dit, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse moi, c'est aussi les limites de la gouvernance, ce qui est gouverné, ce qui n'est pas gouverné. Et moi j'ai une question un peu plus générale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est dans des mondes dans lesquels le politique, au sens de l'action collective, va peut-être jouer un rôle moins important dans l'organisation de la société. Donc à mes étudiants, j'ai toujours qui gouverne quand personne ne gouverne. Et il y a plein d'acteurs qui sont prêts à jouer un rôle politique. Il y a des mafias transnationales, il y a des acteurs qui sont aux marges de la société et qui organisent leur propre et le jouent déjà domaine. Dans certains pays. Bien sûr. Vous avez les acteurs de marché qui vont jouer avec l'État, mais qui de plus en plus jouent un rôle important dans plein de domaines. On a parlé des GAFAM tout à l'heure. Donc il y a aussi une hypothèse qui est peut-être une certaine réduction du rôle du politique dans l'organisation de nos villes. C'est ça. Donc l'idée du bouquin, c'est aussi de se dire qu'est-ce qu'on voit dans ce domaine-là. Donc on a un assez beau chapitre sur les squats de la région parisienne et les bidonvilles, pour montrer comment ils sont gouvernés ou comment ils sont à l'écart des logiques de... C'est pour ça que gouvernance, c'est important. Il faut aller au-delà de la dimension légale. Les logiques informelles, les logiques non écrites de gouvernance peuvent aussi jouer un rôle sur la vie des gens, donner une direction, sans que ce soit forcément codifié comme le gouvernement par la loi. La loi, c'est le langage du gouvernement, on dit toujours. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent au-delà de la loi. Donc c'est un peu cette logique-là qu'on essaie de mettre en évidence. Et il nous semble que sur la région parisienne, c'est vraiment important à la fois de regarder ce gouvernement, tout un ensemble de politiques publiques qui sont en lien. On travaille sur les réseaux d'élite également. Et pas seulement l'urbanisme. Donc c'est ça aussi, cet agenda. Et rendre gouvernable, c'est aussi être capable de jouer sur tout un ensemble de domaines. Ça peut être sur des virus, ça peut être sur la santé, ça peut être sur l'éducation, ça peut être sur l'environnement et aussi sur l'urbanisme. Mais on a un peu un prisme dans nos études urbaines où l'urbanisme arrive toujours en premier, puis on adore les architectes, donc on fait ça très bien. Mais en fait, quand on réfléchit à l'évolution, l'explication de la transformation des villes, c'est pas toujours la variable clé.
Il y a un autre paramètre qui est abordé dans le livre, c'est-à-dire qu'on voit dans la deuxième partie, c'était de faire une cartographie ou une sorte de... C'est plus qu'une liste, parce qu'il y a des papiers assez critiques, je pense à ce qu'a écrit Renaud Epstein sur les processus de rénovation urbaine, qui est assez parlant d'ailleurs dans la façon dont l'État s'est mêlé de cette situation-là, à juste titre, c'est même pas le remettre en cause, et on voit bien au fil du temps, je parle un peu comme un charretier, mais comment ils se sont cassés les dents pour faire court. Et ça m'amène à ma question de se dire, est-ce que c'est une faillite, on va dire, le mot est trop fort, mais en tout cas une des difficultés qu'ont eu les différentes organisations que nous connaissons, l'État, on va dire les différents gouvernements locaux, c'est-à-dire que ça soit au niveau de la région avec son organisation ou des élus locaux, qui fait que n'ont pas su mettre en musique dans ces énormes métropoles et surtout la métropole parisienne, on va dire tous ces gros mouvements ou des grands piliers. Donc le logement, on va dire évidemment la mobilité et le transport, les équilibres économiques tant du côté des entreprises que du côté des salariés. Est-ce que c'est parce que tout d'un coup on est arrivé à ces limites des organisations précédentes qu'on s'est dit c'est peut-être là aussi qu'il faut mettre en place une gouvernance que je mets entre guillemets? Oui, je serais assez d'accord avec vous. Alors là aussi, il faut commencer à comparer. D'abord, ces grandes métropoles, c'est quand même toujours un peu compliqué. Donc vous avez rappelé tout ce qu'on écrivait au 19e siècle sur une métropole de 1 million d'habitants qui était ingouvernable. Là, il faut quand même raison garder. C'est-à-dire que la question aujourd'hui, à l'échelle mondiale, c'est la gouvernance des grandes métropoles de 30, 40, demain 70 millions d'habitants. Et certains y arrivent. Mais en fait, non. En fait, ça reste très, très, très difficile. Mais à Pékin est un endroit où, à Beijing, on est en train d'organiser une capitale de 100 millions d'habitants. Quand vous avez une dictature, vous arrivez à faire un certain nombre de choses. Et on va voir s'ils vont y arriver. Mais enfin, même à Pékin, on va vous parler de crise du logement, d'augmentation du prix du logement, de problèmes de congestion urbaine. De problèmes de congestion urbaine, de problèmes de transport, de problèmes de mobilité. Donc, de toute façon, lorsqu'on a une métropole à une certaine taille, tous ces problèmes se posent. On a peut-être Tokyo qui a réussi, notamment sur les transports, à organiser les choses extrêmement, extrêmement fortement. Donc, petit 1, il y a toujours un décalage. C'est-à-dire qu'il faut du temps avant de faire les investissements, de trouver les formes d'action collective et publique qui vont permettre de réguler tout un ensemble de phénomènes. Et on a quand même un cycle d'urbanisation qui s'est, dans les deux sens, au sens de métropolisation, de concentration, et puis de dispersion dans le périurbain, qui aujourd'hui c'est plus du périurbain, c'est des bouts d'urbain un peu partout qui se sont passés. Donc là, ces changements d'échelle, c'est toujours compliqué pour les institutions. Donc clairement, on est à un moment donné où ça frotte, où c'est compliqué, on voit bien que dans pas mal d'endroits dans le monde, on a fait des réformes pour avoir des maires élus. On a le maire élu à Londres, à Tokyo on a fait des gouverneurs, la démocratie à Mexico, à São Paulo, on a créé des élus, à Los Angeles on a changé, on a maintenant un maire élu qui a réussi à faire voter l'impôt pour faire du transport collectif. Donc on voit partout dans le monde quelque chose qui ressemble à une relative autonomisation, disons différenciation un peu. Les villes deviennent un monde politique un peu différent du monde national et elles font face à beaucoup de problèmes un peu similaires et elles essayent de trouver de l'argent, des capacités pour organiser un peu tout ce monde-là. Mais c'est pour ça que le terme gouvernance est intéressant. Penser le gouvernement comme quelque chose de totalement rationnel, on contrôle tout un ensemble de choses, ça n'existe nulle part dans le monde urbain. Après tout, le monde urbain, c'est un monde où de toute façon, il y a pas mal d'informels, il y a pas mal d'inégalités, il y a pas mal de pauvreté, il y a pas mal de gens très riches, il y a pas mal de choses illégales qui se passent, en général aux deux extrêmes de la société. Et donc c'est ce qui caractérise aussi le monde urbain. Après, ça va être plus ou moins en fonction de ces éléments-là. Donc oui, il y a vraiment la recherche aujourd'hui, à Paris comme dans les autres métropoles mondiales, c'est un problème universel, de changer les échelles de cet ensemble de sujets, de renégocier avec l'État à la fois des ressources et des capacités, et peut-être parfois la capacité à édicter des normes et à faire des politiques publiques de façon un peu plus séparée de l'État. La maire de Paris bataille beaucoup avec le gouvernement pour avoir des moyens supplémentaires et des capacités à, par exemple, à réguler Airbnb, pour prendre un exemple très simple, dans lequel on voit bien cet élément. Donc on voit bien que partout dans le monde, le fait qu'on ait des villes qui jouent un rôle plus important, pour plein de raisons, ça se traduit par essayer de trouver des formes d'action collective un peu institutionnalisées, donc des formes de gouvernement et de gouvernance qui vont permettre de contribuer à résoudre un certain nombre de problèmes de la vie des gens
qui soient liées à la pauvreté, qui soient liées au logement, qui soient liées à la pollution, qui soient liées à l'éducation, qui soient liées à la santé, qui soient liées au développement économique ou à l'innovation. Donc c'est un mouvement un peu général, et tout le monde bricole, et tout le monde tente des solutions. Donc la première chose qu'on sait quand on compare, c'est que tout dépend après de ce qui est mis en œuvre. Par exemple, je me moque souvent de mes collègues un peu mes collègues plus gauchistes que moi, en tout cas au Canada, qui pendant très longtemps disaient il faut absolument une métropole très intégrée qui va nous permettre de faire des grandes réformes. Et donc ils ont fait une intégration très forte à Toronto. Et qu'est-ce qui s'est passé à Toronto? C'est que c'est un maire très libéral, voire néolibéral, qui a été élu et qui a fait des réformes centralisées. Il a réduit les services collectifs, il a réduit la dépense publique, donc les institutions en tant que telles, c'est... Google était à 2 doigts de faire un quartier. Voilà, il était à 2 doigts de faire un quartier, il sortirait. Et donc, les institutions, c'est aussi ce qu'on fait avec. Donc, l'important, c'est de voir l'articulation entre ces différents éléments. Donc, de même que la participation des habitants, ça produit un certain nombre de choses. Parfois, c'est des choses très positives pour les gens du quartier, mais c'est pas forcément positif à l'échelle urbaine. Donc, c'est toujours cette articulation qui est un peu compliquée à organiser. Donc, on est effectivement, ce qu'on essaie de montrer dans le livre, c'est qu'on est à un moment donné, dans la région parisienne, on est en train de ça bouge depuis une dizaine d'années. Il y a eu une tentative qui a été faite sur la métropole du Grand Paris, dont le bilan restera à faire. Disons qu'au jour d'aujourd'hui, on pourrait dire que la vision un peu générale de tous les acteurs de la région parisienne, c'est que ce n'est pas un grand succès, qu'elle a fait face à de très nombreuses difficultés, et que son poids politique fait que aujourd'hui, la question de sa survie est clairement posée. Donc c'est toujours une institution faible. Alors on a tendance à dire en France, oui, mais il faut attendre 50 ans et ça ira mieux. Moi, j'ai tendance à penser que, alors ça c'est mon côté normatif, qu'on est dans une période où on ne peut pas se permettre d'attendre 50 ans. On a fait des réformes. On est dans une Révolution française, en 10 ans, on a tout réglé. C'est dans une période où on a quand même besoin de faire des choix collectifs forts, surtout dans un ensemble de sujets. Et donc, c'est un peu embêtant qu'on attend. Donc, effectivement, c'est ça qui est intéressant. C'est que pour l'instant, on n'a pas la réponse. C'est en train de bouger. On voit des tentatives de faire des sous-systèmes qui sont assez intégrés. On en reparlera une autre fois. La question de comment on pilote l'ensemble, peut-être, ce sera la version des gens moins politistes que moi, peut-être que entre la SGP, entre les Jeux Olympiques, entre le Grand Paris Express, entre le transport, entre la région Île-de-France, petit à petit, on a quelque chose qui va se stabiliser, un peu baroque, et que peut-être que cette logique incrémentale, on voit bien qu'une partie, la gouvernance de la région parisienne a beaucoup avancé avec la question des transports, ça a vraiment mobilisé beaucoup de gens et ça a produit vraiment des formes de coordination et ça a permis au bout d'un moment on a réussi avec les conflits ont été résolus et ça a permis de produire quelque chose d'énorme qui va être ce système de transport collectif très fort. Donc ça c'est un bout de l'histoire. Et puis, il y a d'autres bouts d'histoire qui vont se faire. Qu'est-ce que va faire vraiment l'État par rapport à cette région parisienne? Comment va évoluer la ville de Paris par rapport à ses voisins? Ce que va devenir aussi la région? Est-ce que la métropole du Grand Paris, comment ça peut se structurer ou pas? On est un peu entre les deux. Mais ce qu'on essaie de défendre dans l'idée, dans le bouquin, c'est que ça, c'est une histoire. C'est l'histoire des institutions de gouvernement. Et à côté de ça, il y a beaucoup d'autres choses qui se passent. Il y a des dynamiques sociales, des dynamiques politiques autour de politiques publiques et de formes d'action collective qui sont plus ou moins liées à ces différentes institutions. Et c'est ça qui est intéressant. Je fais partie des gens qui pensent aujourd'hui que oui, il y a un grand débat en sciences politiques, mais ça n'intéresse peut-être pas trop aux éditeurs, mais on a tendance à penser historiquement que oui, ce qui est important, c'est la politique, les gens sont élus et puis ils mettent en œuvre des politiques publiques. Les gens comme moi qui travaillent sur l'action collective, sur les politiques publiques, ils disent que l'important, c'est la mise en œuvre et la mise en œuvre. C'est-à-dire que la décision, les élections, c'est un petit bout de l'histoire. Et que c'est dans la mise en œuvre qu'en fait, les gens découvrent un peu où sont leurs intérêts, que des conflits s'organisent et qu'on décide un peu où est le bien commun. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Et donc, dans l'idée un peu du bouquin, c'est un petit peu ça. C'est en résolvant un certain nombre de problèmes plus ou moins élégamment, progressivement, il y a des façons de travailler, il y a des problèmes qui sont redéfinis, il y a des échelles qui sont redéfinies, et c'est peut-être via la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques publiques, ça n'explique pas tout, qu'on va mettre en œuvre et qu'on va structurer des formes de gouvernance. Vous voyez, c'est un peu ça la logique de ce qu'on essaie de faire. Là, vous me tendez la perche parce que, et de toute façon, on va devoir conclure, mais je voudrais aborder 2 points et qui seraient en termes de conclusion. Alors peut-être je n'aurais pas non plus, et c'est vraiment naïf, mais je dévoilais peut-être la suite qui va arriver. Mais quand on lit le livre, on ne peut pas, en tout cas personnellement, j'ai pas pu m'empêcher à voir 2 choses. Un,
de me poser la question. Je fais l'hypothèse et c'est une hypothèse à mon avis qui est assez validée, même si on a beaucoup de mal à l'expliquer, mais on vit quand même un certain forme de changement de paradigme, c'est-à-dire que on a des chamboulements qui se font, et évidemment tout le problème de changement de paradigme, c'est qu'on raisonne avec les représentations anciennes pour essayer de comprendre ce qui est en train de se jouer, dont on voit que ça se joue, mais on est incapable de l'expliquer. Est-ce que, donc ma première question par rapport à ce postulat, c'est de se dire, est-ce que la gouvernance telle que vous l'avez décrite là en vous écoutant, et qui est vraiment par petites touches, mais très bien, en tout cas encadrée par différentes thématiques dans le livre, est un début de réponse de cette recomposition qui est en train de se jouer. Et j'insiste là-dessus, on voit bien les difficultés qu'a l'État, les difficultés qu'a certain nombre d'essayer d'accompagner, et on peut le comprendre, hein, le mouvement est incroyablement rapide de tout ce qui est en train de jouer. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, elle est sur le contrôle du citoyen. Et alors, je ne le vois pas de façon naïve, c'est-à-dire se dire d'une vision démocratique idéalisée. Dans l'ancien temps, qui n'est pas si lointain de ça. Après tout, le jeu démocratique des élections où on renforçait les prérogatives de l'État, c'était à peu près clair. Et sa mise en œuvre, c'était que, si on prend le cas du service public, auquel je tiens beaucoup, moi aussi, qu'on soit à Brest, Marseille, Strasbourg ou Bordeaux, on était vaguement traités de la même façon. Dans ce processus de gouvernance où d'un coup des unités urbaines, peut-être un peu dans l'idée des villes-États qu'on a connues du temps de la Renaissance italienne, est-ce que cet équilibre, on va réussir à le maintenir? Voilà mes deux questions en termes de conclusion. Alors, je vais surtout répondre sur la deuxième. D'abord, c'est absolument pas vrai. Vous voyez, c'est-à-dire que l'idée qu'on soit traité de la même manière à Brest, à Marseille, à Paris ou à Lille, ça, c'est un mythe complètement ça, faux. Je le sais, mais... Ça, c'est des histoires qu'on se racontait. Vous voyez que on a montré que le nombre de médecins par habitant était monstrueux, extrêmement élevé à Paris ou à Montpellier, et extraordinairement faible à Lille. Donc, je voudrais vraiment insister là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de mythe de l'État républicain, on est traité de la même manière. C'est totalement faux. Ce n'est pas vrai du tout. Ça se voit sur l'éducation, sur la santé, sur tout un ensemble d'éléments. Et ça, c'est une des choses vous voyez, c'est une des choses qui a permis la décentralisation. C'est qu'on a fait ça a dévoilé ces inégalités. On a fait des calculs sur tout un ensemble d'accès aux services pour plein de populations, et on s'est aperçu que dans ce monde soi-disant égalitaire qu'il y avait avant, il y avait d'énormes inégalités, mais qui étaient cachées, qu'on ne montrait pas. Donc, il faudra vérifier. D'abord, on mesurera pour voir si la situation sera pire après ou avant. On ne le sait pas au jour d'aujourd'hui. Hein. Donc, mais surtout, ne partons pas du présupposé qu'on avait avant un accès égal dans plein d'endroits et qu'à l'inverse, aujourd'hui, on a des inégalités qui s'accroissent. La démonstration est imparable. La seule chose que je voulais vous dire, c'est que les mécanismes mis en place ne sont plus les mêmes. Voilà. C'est-à-dire que, en tout cas, même si ça ne se faisait pas, ça donnait la possibilité de. Comment on refait des mécanismes qui, justement, peut-être peuvent combler ce que vous venez de décrire? Alors, est-ce que la gouvernance urbaine est une voie pour vous? Pour moi, c'est une voie. Après tout, ces villes sont encore des formidables machines à produire de la mobilité sociale. On oublie un tout petit peu que quand vous allez habiter dans des villes, vos chances... J'en suis le fruit. Ascendante. Et justement, ça pose des questions par rapport aux autres territoires. Et la question, c'est comment on fait pour réussir à intégrer et faire attention au jeu. Donc, c'est pour ça que je suis très, très agacé par cette espèce de... Bon, bref, je mets ça de côté. Donc, il y a des choses très positives qui se passent dans les villes. Et puis, il y a aussi des très fortes... Donc, moi, mon idée, c'est pour ça que la gouvernance est une voie, c'est que, compte tenu de l'importance aujourd'hui des villes, à la fois comme solution et comme problème. Pour moi, elles sont à la fois les leaders et elles sont à la fois les cibles. Ce qui se passe dans ces villes, c'est que des villes comme la région parisienne, par exemple, parce que, comme le dit Pierre Vels un peu brutalement de temps en temps, en gros, l'économie française, c'est quand même la région parisienne. Toutes les villes que j'aime beaucoup, les capitales régionales, etc., ça reste des... Le camarade Davzy le dit aussi. Le camarade Davzy aussi, c'est quand même des nains économiques et elles sont articulées beaucoup à la région parisienne. Donc, il faut penser un peu l'échelle. C'est ça aussi le changement d'échelle. Donc, toute la question, c'est, dans ces villes, on a à la fois énormément de problèmes, c'est là qu'on voit les plus fortes inégalités, c'est là qu'on voit des formes de violence aussi les plus fortes, c'est là qu'on voit les plus importants problèmes de pollution. Grossissant. Mais c'est pas grossissant, c'est vraiment là qu'elles sont concentrées, mais c'est là aussi qu'on a les ressources pour réussir à produire des solutions, et c'est dans ces villes que tout un ensemble de formes d'action collective doivent produire des solutions sur ces questions-là. Si on ne résout pas ces problèmes dans ces grandes villes, l'humanité est très très mal partie. C'est vrai pour la France, c'est vrai à l'échelle mondiale. Il faut aussi insister sur le fait que la gouvernance est un bout de l'histoire.
il y a des dynamiques sociales qui ont peu à voir avec la gouvernance. Vous voyez, si 20% des nouvelles générations décident d'aller vivre dans les villes moyennes ou à la campagne, une partie de notre problème territorial il va être réglé en France. Surtout si c'est des gens qualifiés qui produisent tout un ensemble de choses intéressantes. Donc il faut à la fois, c'est pour ça, c'est un peu mon point sur la gouvernance urbaine, c'est un point central pour comprendre ce qui va se passer dans nos villes et peut-être pour apporter des solutions collectives à des problèmes absolument graves, mais une partie des choses ne sont pas gouvernées. Et peut-être que ce sont des scénarios noirs qui vont se produire, c'est-à-dire un rôle plus important que vous avez évoqué, de grandes entreprises, de fonds financiers, de mafias, avec accumulation de problèmes qu'on ne résout pas, du logement en passant par la pollution de l'air ou en passant par des questions de santé et de pauvreté ou d'épidémies qui peuvent se reproduire. C'est un des scénarios. L'autre scénario, c'est que on arrive, et quand même il y a beaucoup de travaux qui sont faits pour essayer de trouver des formes d'action collective qui vont permettre de résoudre des problèmes. Et il y a quand même tout un ensemble. Enfin, prenez l'exemple de Paris sans sida que j'ai découvert assez récemment parce que je ne connaissais pas bien. C'est remarquable en termes de gouvernance où c'est pas l'État tout seul parce qu'il n'est pas capable de faire tout seul. Et l'État aussi se transforme. Il y a beaucoup de dynamique au sein de l'État, mais c'est des bouts de l'État, des bouts de la ville de Paris, des bouts d'associations qui ont réussi à travailler collectivement et qui ont des résultats absolument remarquables. Et le réseau mondial Ville sans sida, la ville de Paris, vraiment, j'en rends hommage, c'est impressionnant. C'est exactement ce qu'on entend par gouvernance urbaine. Donc c'est une des façons, mais après, dans gouvernance urbaine, vous avez le pire et le meilleur, c'est à qui profite le crime, et on peut utiliser ça aussi. Il y a des formes de gouvernement urbain ou de gouvernance extrêmement structurées, et qui servent à extracter, à faire exercer la violence sur les populations, à écarter les pauvres ou à faire de la rente pour certains groupes. Donc c'est pas bon en tant que tel. C'est toujours pour qui ? Alors, ce sera ma dernière question. On voit bien dans le livre, je ne vais pas tout dévoiler, mais les gens vont lire que c'est vrai que vous restez, l'ensemble de vos auteurs d'ailleurs, et la conclusion que restez dubitatif sur la mise en place qui est en train de se mettre en route sur sa réussite ou pas de ce qui pourra se faire dans la région parisienne. Et ma dernière question, elle est, puisque je ne l'avais pas prévu, mais en vous écoutant sur la comparaison, alors moi j'ai envie de savoir où ça marche. Écoutez, la logique de ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça marche mieux quand vous avez des pays riches qui travaillent de manière collective et qui investissent beaucoup dans le bien commun. Et dans des métropoles qui ne sont pas trop grandes. Donc ça marche assez bien. Alors ça marche, ça veut dire quoi ? Après, il faut se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est que ça marche. Donc si on dit ça marche pour limiter la pollution de l'air et la pollution, pour intégrer des populations immigrantes, pour être innovant en termes de développement économique, pour être innovant en termes culturels, pour limiter les inégalités, mais ça marche dans les capitales du nord de l'Europe. C'est comme d'habitude les bons élèves du nord, mais qui sont quand même comme par hasard ceux où on a moins d'inégalités, et c'est vrai en termes de relations hommes-femmes, en termes de relations d'inégalité de revenus, d'inégalité de patrimoine, donc ça peut-être que ça a quelque chose à voir, et qui ont une tradition justement de gouvernance. On a un État qui reste fort dans le nord de l'Europe, c'est pas du tout des États faibles, c'est des États qui jouent un rôle très important, mais dans une gouvernance toujours en négociation extrêmement forte avec différents groupes dans la société. Donc peut-être que c'est des leçons qu'il faut avoir en tête, justement, sur la manière d'exercer l'autorité politique. Et ensuite, la question démocratique que vous posez, c'est-à-dire comment on fait pour que les citoyens, non seulement votent, mais simplement s'intéressent à la chose publique, ils voient leur intérêt et ont envie d'être des citoyens actifs, parce que la démocratie, c'est des citoyens qui soient actifs. Donc il faut qu'ils aient envie de participer à différents éléments. Et une des choses, et donc je termine là-dessus sur le livre, c'est que moi je regrette un tout petit peu que dans la gouvernance urbaine telle qu'on le fait en France, on insiste beaucoup sur le consensus. Et à un moment donné, ça a joué un rôle, le consensus, ça n'a pas de créer des institutions. Enfin, le consensus, c'est aussi des élites qui se reproduisent elles-mêmes et qui parfois organisent les choses pour qu'il n'y ait pas de conflits qui sortent. Moi, je crois beaucoup au conflit. Je pense que les conflits sont importants. La question, c'est pas le conflit, c'est les modes de résolution des conflits. Est-ce qu'on trouve des manières de résoudre le conflit ? Et de temps en temps, les élections, ça sert aussi à ça. Le rapport de force, ça n'a pas que du mauvais. Ça n'a pas que du mauvais. Et donc ensuite... C'est même la base de la démocratie, à mon avis. Voilà, c'est une des choses. Et moi, je regrette beaucoup que dans nos discussions sur la gouvernance urbaine en France, et la région, la métropole du Grand Paris, on est une caricature, on n'est pas davantage mis en avant l'élection suffrage universel direct de l'élu qui sera président, parce que ça provoque aussi de la politisation, donc de l'intérêt pour la chose publique, et on peut avoir des projets un peu alternatifs on a besoin aussi d'imagination et de projets alternatifs. On est dans une période où on ne peut pas se contenter du consensus mou, quoi. C'est pas une période qui, pour les raisons que vous avez évoquées précédemment et moi aussi, c'est pas une période de consensus mou, c'est une période où on a besoin d'être un peu, de prendre des
les perspectives de prendre des risques, y compris en termes de développement économique, de ne pas se tromper. Et le risque que nous avons, c'est peut-être aussi d'être très attentif à la qualité de la vie pour un certain nombre de gens et d'oublier que pendant ce temps-là, le monde ne nous attend pas parfois. Alors, en fait, parce que je voulais absolument la poser, parce que, bon, effectivement, on va voir que vous êtes pas dubitatif sur la question de la gouvernance de la métropole parisienne, dubitatif sur la façon dont c'est en train de se faire. Est-ce qu'il y a un coin de France où ça avance un peu mieux et qui n'est pas sous les feux de la rampe ? Écoutez, moi je trouve on a quand même beaucoup de travaux sur les capitales régionales en Europe, qui est le cœur historique des villes européennes. C'est quand même une assez grande réussite. Comme comparé à l'échelle du monde, c'est métropole de 500 à 3-4 millions d'habitants. Dans pas mal d'endroits en Europe, soit c'est des capitales de petits États, soit c'est des capitales régionales. Les progrès qui ont été faits et la capacité à mettre en œuvre tout un ensemble de politiques publiques, c'est quand même assez bien. C'est quand même pas mal à l'échelle mondiale. C'est parmi les endroits où, voilà, sur tout un ensemble de critères, c'est pas mal. Et les capitales régionales françaises sont un bon exemple de ça. Rendons hommage à la politique des métropoles d'équilibre lancée en 1965. Ça a pris du temps. Il y a eu des investissements, il y a eu des logiques d'urbanisation, il y a eu des élites politiques qui se sont vraiment mobilisées. C'est pas parfait, il y a plein de problèmes, mais enfin, les métropoles régionales françaises, alors évidemment, il y a pas mal d'embouteillages, il y a des trucs, il y a plein de choses sur lesquelles on peut encore dire, mais enfin, en termes de capacité à faire monter en qualité tout un ensemble de services, à se mobiliser sur la qualité de vie des habitants, à garder un investissement sur les questions économiques, c'est à l'échelle mondiale, c'est quand même pas mal, quoi. Vous voyez, c'est quand même des choses qui marchent assez bien. Donc vous avez un ensemble de métropoles, plus ou moins bien, mais les métropoles régionales françaises, dans l'ensemble, même si elles sont un peu dans l'autosatisfaction, ce qui est un peu agaçant parfois, c'est quand même pas mal. Il y a quand même il y a eu beaucoup de choses de faites dans la plupart des métropoles françaises, avec des vrais résultats sur tous les sujets qu'on a évoqués depuis tout à l'heure, avec des limites, mais aussi quand même des vrais résultats. C'est quand même pas mal. Je trouve que on va rester sur cette base optimiste. En attendant le deuxième volume, je sais pas, vous avez déjà le titre, non ? On n'a pas encore le titre. Vous savez, on est des chercheurs, donc là on a lancé un programme de recherche assez important de longue durée sur ces questions-là. On travaille aussi avec nos collègues dans d'autres universités. Alors c'est prévu pour quand ? Écoutez, on espère qu'on aura fini peut-être pour la fin de l'année, donc on sortira l'année prochaine. Bon, alors j'espère qu'on se reverra à ce moment-là. Alors je rappelle l'ouvrage qui a illustré notre conversation, qui est Gouverner la métropole parisienne, donc sous la direction de Patrick Le Gallès. Il y a énormément d'auteurs et de papiers. Enfin, c'est un livre assez passionnant parce qu'on apprend énormément de choses et surtout très pédagogique. J'insiste là-dessus, bien qu'il y ait des papiers un peu techniques, mais franchement, on comprend beaucoup de choses qui sont en train de se jouer dans ce bout de territoire parisien. C'est aux éditions Maison, donc les presses de Sciences Po. Merci à vous. Merci encore, toujours un plaisir. Paroles urbaines, un abécédaire de la ville.